Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo exceptionnelle parce qu'un stagiaire, et pas n'importe quel stagiaire, me fait passer un entretien type en finance. Bonjour Raph. Bonjour Hugues, comment ça va? Très bien et toi? Ça va très bien. Donc en guise de petite introduction, pour les personnes qui ne connaissent pas Raph, c'est la référence TikTok en finance, connue sous le nom de Raph the Finance Guy. Donc je vous Exactement. invite à aller regarder sa chaîne TikTok notamment et également sa chaîne YouTube. C'est vrai que je viens juste de lancer. Voilà, Donc merci de l'invitation Hugues. avec plaisir. Et j'espère que tu seras capable de répondre aux questions types que tu pourras retrouver en entretien justement. Et surtout tous les stagiaires que tu coaches. Ouais, c'est ça. Bah écoute, je suis en train de trembler sous la table là, donc j'espère que ça va bien se passer pour moi, mais hâte de voir les petites questions. Parce que il faut savoir, c'est qu'il me les a pas données à l'avance. Donc, Ah oui, donc c'est- hâte de voir les petites questions que tu m'as concoctées. Question numéro 1 qui tombe forcément. Hugues, présentez-vous. Voilà, ça c'est une question que j'aime beaucoup, parce que pour moi il faut être méthodique dans la réponse. Et donc je vais répondre à cette question. Ok. Monsieur Raph the Finance Guy, ce que je vous propose, c'est que je vais me présenter sous 3 points de vue différents. D'un point de vue scolaire, professionnel, et pour terminer d'un point de vue personnel. Est-ce que ça vous convient? Très bien. Parfait. D'un point de vue scolaire, après l'obtention de mon baccalauréat scientifique, j'ai rejoint un double diplôme droit et commerce dans l'Université catholique de Lille. Ok. À l'issue de l'obtention d'un master en droit des affaires au sein de cette université, j'ai rejoint le programme Grande École de l'EDEC en finance et je me suis spécialisé en finance durable avec les mines de Paris, donc c'est un double diplôme entre l'EDEC et les mines de Paris. Au cours de mon expérience professionnelle, j'ai effectué donc différents stages, dont deux principaux. Un stage en M&A au sein de Clearwater International et un stage en private equity au sein de Razeo. Et pour terminer, d'un point de vue un petit peu plus personnel, les personnes me décrivent comme quelqu'un de souriant, dynamique et de rigoureux. Et je suis passionné par le sport, je cours beaucoup. J'ai couru le marathon en 2h58 et j'adore le sport en général, donc le football, le basketball et voilà. Ok, génial. Alors, tout ça, monsieur, je le voyais sur votre CV. J'étais déjà au courant de tout ça. Mais est-ce que vous pouvez me dire une chose qui n'est pas sur votre CV? Une chose qui n'est pas sur mon CV, je pense que ça va être une expérience extra-professionnelle que j'ai réalisée Ouais. au Brésil, où c'était une expérience humanitaire qui en fait mixait ma passion pour le sport et mon envie de faire du bien dans le monde. Et c'était une expérience donc, de 2 semaines où on est parti au Brésil pour aider les différentes communautés qui vivaient dans des villages reculés dans la pratique du sport. Donc on leur donnait des équipements sportifs, mais pas juste des dons d'équipements Quand est-ce sportifs. que vous avez fait ça? J'ai fait ça juste avant de rejoindre le double diplôme. Donc c'était en août 2016. Ok. Et donc l'objectif c'était d'organiser des Olympiades sportives afin que les personnes en fait gagnent des équipements sportifs au fur et à mesure de ces Olympiades dans différents villages du Brésil. Et voilà, donc ça c'est pas sur mon CV, mais ça m'a apporté beaucoup d'un point de vue organisation de projet et d'un point de vue personnel aussi. Hugues, quels sont les états financiers? Comment sont-ils reliés entre eux? Et lequel choisir si vous pouviez en choisir que un? Alors, quels sont les états financiers? Il y a le compte de résultat, il y a le tableau de flux de trésorerie et il y a le bilan. Ce sont les 3 états financiers. Je vais répondre à ta 3e question en amont. S'il y en a un qu'il faut choisir parmi les 3, c'est le tableau de flux de trésorerie, parce qu'en réalité, il est construit à partir des 2 autres. Et donc, ça nous permet d'avoir une vue tant sur l'aspect investissement, donc plutôt balance sheet, on va dire, que sur l'aspect également génération de cash. Donc voilà, si j'en ai un à choisir, c'est celui-ci. Ça nous permet vraiment de voir, entre guillemets, les cash flows qui sont dégagés par la société. Ce qui importe beaucoup, notamment dans les métiers du M&A et du PE. Et pour répondre à ta 2e question, pour terminer, je vais essayer de faire en sorte de condenser un petit peu parce que je pourrais passer 10 minutes à te dire exactement quelle ligne. Mais globalement, si on regarde le tableau, le PNL, donc le compte de résultat, le net income, il se retrouve, donc le résultat net se retrouve en haut du tableau de flux de trésorerie. Il y a les D&A également, donc les depreciation and amortization, qui sont rajoutés pour tomber, enfin il y a d'autres, ce qu'on appelle les non-cash expenses, mais bon je vais pas aller trop dans le détail sinon ça va prendre trop de temps, pour tomber sur notre free cash flow from operating activities, donc notre cash flow opérationnel. Donc il y a plein d'autres points, mais il est relié de cette manière-là, c'est une reliure disons, avec le tableau de flux de trésorerie. Et après, si je peux te donner un exemple de reliure, je ne sais pas si ça se dit, en fait j'utilise ce mot-là, mais un exemple de lien, admettons, de lien entre le tableau de flux de trésorerie et le bilan, c'est que en fait, si tu prends en compte la somme donc, de ce qu'on appelle cash flow from operating activities, cash flow from financing activities et cash flow from investing activities, si tu prends la somme de tout, ça fait ce qu'on appelle le net change in cash. Et pour tomber sur le cash dans ton bilan,
tu dois prendre le montant de ton cash en année N et ajouter ou soustraire si la somme est positive ou négative pour tomber sur la somme de ton cash en fait à la fin de ton année fiscale. Je fais exprès justement de condenser un peu ma réponse pour te donner uniquement 3 liens. Nous n'avons que 30 minutes, donc passons sur la deuxième question technique. Qu'est-ce que la méthode DCF et est-ce que vous pouvez me la dérouler s'il vous plaît? Oui, alors la méthode DCF, c'est une méthode qui permet de calculer la valorisation intrinsèque de la société. C'est différent des autres méthodes, par exemple les comparables transactionnels ou les comparables boursiers, où ça permet d'obtenir la valeur relative, donc relative à des transactions ou relative à des comparables boursiers d'une société. Là, c'est vraiment la méthode pour obtenir la valeur intrinsèque, donc au sein de celle-ci, on va dire, à partir de ces flux de trésorerie qui sont dégagés. Donc voilà, concernant une petite définition des DCF. Maintenant, tu m'as dit walk me through, c'est ça, déroule-moi en fait les différentes étapes. Exactement. La première étape, c'est qu'on va fixer, on va se dire, ok, on va vouloir projeter nos états financiers sur X années. Généralement, on prend entre 5 et 10 ans. Ici, je vais prendre 5 ans par exemple. Première étape, c'est de projeter les états financiers. Deuxième étape, c'est de calculer ce qu'on appelle les free cash flow to the firm. C'est les cash flows qui sont dégagés par la société, d'une manière simple. Après, on va calculer notre valeur terminale, ce qui correspond en fait à la valeur de la société après cette période prévisionnelle de 5 ans. Si on se dit, ok, certes, la valeur de ma société n'est pas uniquement la somme des 5 cash flows actualisés à la valeur d'aujourd'hui, je vais y revenir sur cette étape-là, mais c'est également la valeur de la société après, donc à l'infini en fait, parce qu'on va continuer à dégager des cash flows et elle aura une certaine valeur. Donc ça, c'est la valeur terminale. Quatrième étape, c'est le calcul du WACC, qui est le weighted average, le coût du capital en fait de la société, qui va nous permettre d'actualiser à partir de celui-ci, c'est le dénominateur qui nous permet d'actualiser la valeur des cash flows et la valeur de la terminal value à la valeur d'aujourd'hui. Dernière étape, il y en a d'autres, mais c'est de faire la somme des deux pour obtenir la valeur d'entreprise. Ouais, ok, génial. Merci beaucoup Hugues. Hugues. Ouais, c'est stylé Hugues en vrai. Hugues, je vais vous poser une dernière question. Vous allez un petit peu, vous l'avez pas trop mentionné. Qu'est-ce qui coûte le plus cher entre la dette et les fonds propres? Ce qui coûte d'un point de vue investisseur? Ouais. Ce qui coûte le plus cher, ce sont les capitaux propres. Parce qu'en fait, la dette, c'est moins risqué. En fait, tout est une notion de risque. Quand tu parles de coût, c'est que généralement, en gros, la dette est plus sûre que les investissements en capitaux propres. Parce que quand tu es une banque et que tu prêtes à une société, tu vas mettre des garanties, tu vas avoir des intérêts qui sont sûrs, enfin bref, tu vas avoir un remboursement également potentiellement mensuel, ça dépend quel type de dette c'est, mais bref, c'est plus sûr. Alors que quand tu investis en capitaux propres, tu n'es pas sûr d'avoir des dividendes. Ouais. Si la société fait faillite, tu as très peu de recours. Ce sont les créants, ce sont les personnes qui détiennent la dette qui vont être remboursées avant toi. Et pour toutes ces raisons-là, en fait, généralement, c'est pour ça qu'on calcule notre WACC, ce qu'on appelle le cost of equity, donc le coût des capitaux propres, est supérieur à celui du coût de la dette, parce que pour toutes ces raisons-là, il y a plein d'autres raisons, mais ce sont les principales que j'ai énoncées. Ok, génial. Merci beaucoup, Hugues. De rien, The Finance Guy. Hugues, est-ce que vous avez des questions à me poser? Monsieur The Finance Guy, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps. Oui, j'ai une question pour vous. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu est-ce que vous pouvez me parler de votre chaîne TikTok, de votre chaîne YouTube? Qu'est-ce que vous effectuez comme contenu? Oui, en effet, je me suis lancé le 1er septembre avec le concept The Finance Guy, car j'ai passé des entretiens pareil l'été dernier. Or, je n'avais pas les connaissances techniques, donc je me suis pris des bâches. Et pour ceci, j'ai commencé à préparer des fiches que j'ai postées sur TikTok. Et beaucoup de personnes ont commencé à me demander de les envoyer. C'est donc à partir de ce moment-là que j'ai créé davantage de fiches et partagé du contenu gratuit sur les réseaux sociaux, justement pour me former moi-même et aider tous les étudiants qui sont dans mon cas et qui souhaiteraient en apprendre un petit peu plus sur les métiers de la finance en général. Donc depuis peu, je suis sur YouTube et le but c'est de créer un maximum de contenu sur les prochains mois, les prochaines années pour aider tous les étudiants qui souhaitent réussir leur stage, trouver le stage de leur rêve et après poursuivre en CDI. Super. Et moi, ce que je tiens juste à préciser, c'est qu'aussi tu abordes d'une manière totalement originale avec des mèmes. Enfin, tu vois, un peu 2.0 quoi. C'est pas version de jeunes. Voilà, c'est ça. Mais non, mais ce qui est vraiment très appréciable et c'est pour ça que ça fonctionne super bien. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller regarder sa chaîne YouTube et son TikTok qui sont top. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Merci à vous. N'hésitez pas à regarder toutes nos vidéos. Et puis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était The Finance Guy Raph et HD Gain to Finance Hugues. À plus. À plus.